les petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Uchronique où on va aborder des termes un peu plus techniques que dans le premier épisode. Dans le premier épisode, je vous le rappelle, on abordait les origines de l'Uchronie. Vous pouvez retrouver la vidéo juste là si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler des différents types d'Uchronie en France mais aussi dans les pays anglo-saxons. On va d'abord commencer par les pays anglo-saxons parce que je vais développer davantage la partie française. Pour les anglo-saxons, ils ont une vision assez différente de la nôtre de l'Uchronie. Tout d'abord, on pourrait se dire que Uchronie en anglais se dit Uchronia, mais ce n'est pas le cas. Uchronia n'est pas tant utilisé que cela et on utilise plutôt Alternate History. Alternate History, c'est utilisé surtout dans les cas d'Uchronie fictionnelle, dans des cas de récits, de romans. C'est de la littérature. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? C'est aussi notre vision de l'Uchronie. En effet, jusque-là, tout va bien. Alternate History, c'est l'équivalent de Uchronie pour nous. Ce qui est différent pour les anglo-saxons, c'est le terme de Counterfactual History. Pour eux, donc, comme je vous l'ai dit, il y a les uchronies dans la littérature, mais il y a aussi les uchronies historiques dans le domaine historique. C'est-à-dire que ce sont des historiens qui se prêtent au jeu du « et si ». Donc c'est une sorte de science pour eux. Ils font des recherches techniques et historiques sur le déroulement des événements. En France, c'est quelque chose qui est très peu répandu parce que les historiens n'y accordent que très peu de crédit et très peu d'intérêt. C'est dommage parce que certaines études aux États-Unis ou dans la Grande-Bretagne ont été vraiment reconnues et valorisées. Ce sont des études qui ont été menées par des historiens pour prouver, par exemple, que si un événement X n'avait pas eu lieu, eh bien, il se serait déroulé telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, donc en France, on n'a pas du tout cette vision de l'Uchronie, c'est vraiment seulement un jeu littéraire pour les Français et pas du tout une science historique. C'est dommage, mais peut-être que ça va arriver de plus en plus. Revenons en France et parlons maintenant des différents types d'Uchronie vus par les Français. Tout d'abord, on en a parlé dans la première vidéo, l'Uchronie historique. C'est la plus simple, la plus banale et la plus répandue. Le plus souvent, un événement historique n'a pas eu lieu, mais dans certains cas, c'est un événement historique qui a eu lieu, au contraire, et cela a engendré tout un tas d'événements qui se sont succédés les uns les autres pour arriver à une situation donnée. Très souvent, dans un roman d'Uchronie historique, on arrive à une situation donnée et on ne comprend pas exactement comment on en est arrivé ici. Après, c'est un choix de l'auteur d'expliquer ou non ce qui a fait qu'on en est arrivé ici. Par exemple, Philippe Cadic nous plonge directement dans son récit sans nous expliquer ce qu'il s'est passé auparavant pour en arriver ici. Petite recontextualisation, dans Le Maître du Haut-Château, on trouve un univers dans lequel les Allemands et les Japonais ont remporté la Seconde Guerre mondiale et se sont partagés le monde. On va suivre dans ce récit 5 personnages qui sont des personnes tout à fait banales comme vous et moi, mais on va entrer dans leur vie à un moment qui n'a pas l'air extraordinaire. Leur vie est assez banale. Comme je vous l'ai dit, les Japonais et les Allemands se sont séparés le monde et les États-Unis ont été divisés en 3. Sur la côte Pacifique, ce sont les Japonais qui dominent. Au milieu des États-Unis, il y a une sorte de zone neutre. Et toute la côte Est est dominée par les Allemands. Alors là, pour le coup, la partie allemande, on n'en entend que très peu parler. Il y a seulement des rumeurs. On se concentre vraiment sur la partie dominée par les Japonais. Et ce livre de Philippe Cadic, il est très complexe puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de contextualisation. Le lecteur est plongé directement dans l'histoire sans savoir exactement ce qui s'est passé. Donc il y a quelques petites explications qui sont données par-ci par-là dans des dialogues ou dans des pensées des personnages, mais ce sont vraiment des petites touches complètement disparates dans le récit et ça n'aide pas vraiment le lecteur. Donc ce que je vous conseille de faire si ce livre vous intéresse, c'est de regarder la série avant de lire le livre. Alors c'est quelque chose que je fais très rarement mais je regrette de ne pas l'avoir fait parce que ça m'aurait aidé à comprendre mieux le livre. La série s'appelle The Man in the High Castle et si vraiment vous ne voulez pas voir la série avant de lire le livre, ce que je peux comprendre, renseignez-vous au moins sur internet pour comprendre les grandes lignes qui ont fait que on en arrive à ce moment dans l'histoire. On peut se demander pourquoi Philippe Cadic a décidé de ne donner aucune explication à son lecteur. C'est tout simplement parce qu'il voulait son livre réaliste. Comme dans tout roman réaliste, il n'y a pas besoin de préciser au lecteur ce qui s'est passé, pourquoi, quel monde, quel univers, etc. Parce que le lecteur est censé vivre dans cet univers. Et Philippe Cadic, c'est vraiment ce qu'il voulait dans Le Maître du Haut-Château, c'était que le lecteur croit qu'il est dans l'univers qu'il a créé dans son livre. Il y a de grands thèmes qui se retrouvent dans l'Uchronie historique et en premier lieu,
Hitler et la Seconde Guerre mondiale, très souvent remportée par les forces de l'Axe. Donc parmi ces uchronies, je peux vous citer Le Maître du Haut-Château, on en a déjà parlé, mais aussi La part de l'autre de Emmanuel Carrère, où on se concentre cette fois sur Hitler en lui-même et sur la question de et si il avait été accepté aux Beaux-Arts de Vienne. Il y a également Fatherland de Robert Harris, où encore une fois on suit un monde où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont les nazis. Fatherland est entrecoupé d'une enquête policière. Et pour une lecture adolescente, il y a L'Evans Tunnel de Oksana Hope, où on se situe dans le futur en 2148. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, les nazis règnent sur le monde. Parmi les autres thèmes importants de l'Uchronie historique, il y a la Rome antique. Très souvent, les uchronistes décident de prolonger le pouvoir et la puissance de Rome, par exemple dans Roma Aeterna de Robert Silverberg, où l'Empire romain ne s'est pas désagrégé, les religions monothéistes ne se sont pas développées, et en plus de ça, les États-Unis ont été découverts par les Vikings. Il y a également De peur que les ténèbres de Lion Sprague de Camp. C'est un livre qui est assez ancien, et où cette fois il est question d'un retour dans le passé à l'aide d'une sorte de voyage temporel. Le personnage principal va se retrouver propulsé au 6e siècle après Jésus-Christ, donc c'est à l'époque où Rome commence vraiment à s'effriter et à perdre vraiment de sa puissance. C'est vraiment pas très cool cette situation à ce moment-là. Et il va se retrouver propulsé dans cet univers, à cette période, et il va essayer d'apporter ce qu'il peut pour aider Rome justement à se développer et à ne pas sombrer dans des guerres et des guerres de religion, etc. et ce qui a provoqué la chute de son empire. Et encore une fois, au niveau adolescent young adult, il y a La Voix des oracles de Estelle Faye, que je n'ai pas encore lu, mais il est question dans le 3e tome d'une uchronie à la fois historique et à la fois fictionnelle, mais je vous en parlerai de ça après. Il y a beaucoup d'autres périodes historiques qui sont traitées bien sûr dans les uchronies historiques, parmi elles l'époque de Napoléon, l'époque des rois, la Première Guerre mondiale, la Révolution russe, mais la dernière époque dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment une époque, mais c'est un petit peu mon côté fière d'être française, c'est l'histoire française justement. Et je vais vous parler de 3 livres en particulier. Tout d'abord, Ceux qui sauront de Pierre Bordage, c'est le premier tome d'une trilogie. Et on revisite l'histoire parce qu'ici, les rois règnent toujours sur le monde. Il y a toujours un système de classe qui est très inégal. Vous l'imaginez bien, il y a les bourgeois, les nobles et bien sûr le peuple. Je vous parlais également des Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével, le premier tome du Paris des Merveilles, une trilogie ici aussi, où on va suivre un Paris alternatif, puisque, alors là on s'en va un petit peu dans le fantastique, mais des créatures ont traversé une sorte de portail et ont décidé de venir se balader à Paris. En gros, il y a des fées, il y a des arbres qui parlent, des chats ailés. C'est très intéressant, c'est une autre sorte d'Uchronie encore, mais elle rentre dans l'Uchronie historique puisque voilà, à un certain moment, à une date précise, le portail s'est ouvert dans Paris et les créatures sont arrivées. Et enfin, la 3e uchronie historique qui parle de l'histoire de France, c'est Les mystères de l'Arispème de Lucie Pierrat-Pajot. C'est un roman pour adolescents ici aussi, il a remporté le concours du prix jeunesse de Gallimard quand même. Ici, on va s'intéresser à la période de la Commune à Paris. Et je vous invite, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, parce que c'est assez compliqué à résumer, à aller voir sur internet. C'est une période que je ne connaissais absolument pas, je dois bien le dire, et en lisant Les mystères de l'Arispème, ça m'a permis d'en apprendre énormément sur cette période de la France qui m'était complètement inconnue. Pour faire très bref, mais vraiment je vous invite vraiment à vous renseigner sur internet, c'est une période où le peuple s'est révolté. Dans l'univers de Lucie Pierrat-Pajot, les révoltes ont réussi et la classe dominante est désormais celle des bouchers. Les bouchers en effet ont un langage bien à eux, le Loutchébem. C'est un langage qui a été très intéressant à découvrir également dans ce livre. Jules Verne est présent dans l'histoire, donc ça fait vraiment un petit clin d'œil très intéressant. Et la tour Eiffel a été construite à Lyon et non à Paris, puisque Paris est devenu l'Arispème, une cité-État qui ne dépend que d'elle-même et qui ne dépend plus de la France. Le récit a vraiment sa propre intrigue et l'Uchronie permet de planter un décor, mais ce n'est vraiment pas l'aspect principal du livre. Pour conclure sur l'Uchronie historique, elle contient 5 sous-catégories. Tout d'abord, l'Uchronie pure. Dans cette sorte d'Uchronie, les personnages n'ont pas conscience qu'ils vivent dans une fiction, ils sont persuadés d'être dans le monde réel. L'Uchronie impure ensuite, c'est le cas de De peur que les ténèbres
parce que le personnage est conscient qu'il est dans une autre réalité, dans une autre temporalité. Il a fait un voyage temporel. L'Uchronie limitée ensuite, elle se restreint à un seul domaine. Très souvent, le militaire, et elle concerne assez souvent les uchronies qui concernent Napoléon et ses batailles, ou bien des batailles qui se sont produites pendant certaines des guerres. Et en plus de ça, l'histoire se déroule très peu de temps après le point de divergence, c'est-à-dire que il va y avoir un élément qui va changer l'histoire et on va voir les conséquences immédiates. L'Uchronie large, c'est une uchronie qui prend beaucoup de liberté. Elle dépeint un univers qui n'est pas plausible historiquement et du coup ça peut devenir totalement farfelu. C'est un petit peu le cas, si je peux me permettre, des enchantements d'Ambremer, puisqu'il est peu probable qu'un portail d'une dimension parallèle arrive et que des créatures viennent envahir notre pays. Et enfin, il existe la dyschronie, donc c'est un mélange entre uchronie et dystopie, vous vous en doutez. C'est dans cette catégorie qu'on peut ranger toutes les uchronies où le Troisième Reich a perduré et a gagné la Seconde Guerre mondiale et où on voit toutes les horreurs qui ont été commises. On en a terminé pour l'Uchronie historique. Comme je vous l'ai dit, l'Uchronie historique est la plus répandue, c'est pour cette raison que j'ai voulu bien développer cette partie. Désolée si c'était un petit peu long, mais on passe aux suivantes. La seconde sorte d'Uchronie, c'est l'Uchronie personnelle. Ici, il n'est pas question d'événements historiques, mais plutôt d'événements du point de vue d'un protagoniste en particulier. En effet, ne vous êtes-vous jamais demandé « et si j'avais pu changer quelque chose dans ma vie ?» C'est exactement ce qui se passe dans les uchronies personnelles. Le protagoniste va changer un élément de sa vie et va en voir les conséquences. Ce genre est assez souvent mixé avec le voyage dans le temps et les mondes parallèles. Par exemple, dans le roman de Laura Barnett, Quoi qu'il arrive, The Versions of Us en anglais, et je trouve que ce titre correspond mieux à l'histoire qui est dépeinte à l'intérieur, on va suivre 3 uchronies en une seule. Au début du récit, on a une situation. Eva rencontre Jim après un accident de vélo. Dans le deuxième chapitre, on a exactement la même scène, mais cet accident de vélo ne se produit pas. Et enfin, dans le troisième chapitre, l'accident de vélo se produit bel et bien, mais pas exactement de la même façon. Et on va suivre tout au long du récit ces 3 versions de la vie de nos 2 protagonistes, Eva et Jim, et tous les événements qui en découlent, et je peux vous dire que tout est absolument différent. Dans ce genre d'uchronie, on voit aussi très souvent que les décisions des protagonistes ont un certain impact sur les personnes de leur entourage et que donc l'uchronie ne touche pas seulement soi-même mais aussi les personnes qui nous entourent. La question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire et si vous pouviez changer un élément de votre vie et en voir les conséquences, c'est très souvent lié à un sentiment de regret et donc dans ce genre d'uchronie on trouve très souvent des récits de vie, d'amour ou d'amitié. On suit vraiment la vie de personnages. Je vous ai parlé de ce livre, mais ce genre d'uchronie est extrêmement répandu et encore plus que dans les livres, je pense, dans les films et dans les séries. Quelques exemples non exhaustifs, L'effet papillon, Mr. Nobody. La troisième catégorie d'uchronie, c'est l'uchronie de fantasy ou de fantastique, et j'ajouterais personnellement l'uchronie de science-fiction parce qu'il en existe beaucoup. Ici, c'est assez simple puisqu'il est question de mêler uchronie et fantasy, ou uchronie et fantastique, ou uchronie et science-fiction. Rien de bien compliqué. Ici encore, on peut placer Le Paris des merveilles de Pierre Pével, puisqu'il est bel et bien question d'uchronie et d'éléments fantastiques. Wildcats, dirigé par George R. R. Martin et écrit par de nombreux auteurs, est une série de livres qui mêle ainsi uchronie et science-fiction. Puisque le 15 septembre 1946, très précisément, un virus extraterrestre se répand à New York et tue une grande partie de la population. Pour le reste, ils subissent des mutations de leur ADN. Certaines sont assez monstrueuses, d'autres sont totalement ridicules, et d'autres par contre provoquent des pouvoirs de super-héros. Enfin, la dernière catégorie d'uchronie, c'est l'uchronie fictionnelle. On la retrouve dans certains récits, mais aussi très souvent dans les séries et dans les comics, qui ont déjà plusieurs cycles et qui ont déjà leur propre univers. Cette uchronie, elle permet vraiment de jouer avec le lecteur ou avec le spectateur dans des univers qu'il connaît, et ça permet aussi de se rendre compte que la tournure des événements aurait pu prendre un tout autre sens de ce qu'il avait pu imaginer. Encore une fois, voilà, les séries possèdent un ou plusieurs épisodes de ce type, puisqu'il est très simple justement de faire un épisode spécial où on voit telle personne qui ne fait pas X ou Y chose. Un petit exemple dans un livre qui est assez récent puisque c'est Harry Potter et l'enfant maudit. À l'aide du retourneur de temps, les personnages vont revenir plusieurs années dans le passé et vont changer beaucoup de choses, ce qui va provoquer un chamboulement des événements et des conséquences totalement
inattendus. Et puis on va prendre un petit exemple au niveau des mangas aussi avec Naruto. Naruto, vous le savez, il compte beaucoup de tomes et beaucoup d'épisodes en animé. Mais il y a aussi des moyens et longs métrages qui ont été faits et des hors-séries. Et parmi ces hors-séries, il y a des épisodes où on voit ce qui se serait passé si les parents de Naruto n'étaient pas morts et comment Naruto aurait vécu ça. Et voici donc les 4 grandes catégories d'Uchronie qu'il existe actuellement. Comme je vous l'ai montré avec certains récits, on en retrouve dans plusieurs catégories parfois. Uchronie historique et Uchronie de fantasy, Uchronie fictionnelle et Uchronie fantastique par exemple aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un de ces livres ou vu un de ces films ou vu un de ces animés, puisque voilà, l'Uchronie c'est très vaste, c'est très large, on en retrouve dans toutes sortes de formats. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et en particulier Twitter et Instagram puisque, comme vous le savez peut-être, je fais mon mémoire sur l'Uchronie. Donc si ce thème vous intéresse, j'en parle assez souvent en ce moment sur mes réseaux sociaux puisque je suis assez stressée quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.